Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, Yann Guéguin, je vais être le modérateur pour ce dernier webinaire de 2021. Donc, ce webinaire, c'est la mécanique des verres, donc présenté par Jean-Pierre Guin de l'Institut de physique de Rennes et Khaled Layouni de Corning. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Je poserai les questions à la fin des deux présentations. Donc, je vous propose de commencer par Jean-Pierre Guin. À toi la main, Jean-Pierre. Merci Yann, bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Pierre Guin, directeur de recherche CNRS au département mécanique et verre de l'Institut de physique de Rennes. Sur le point blanc de cette jolie photo prise de la station orbitale. Alors j'ai choisi cette photo parce que, oui, c'est la Bretagne, il fait beau en Bretagne sur cette photo, mais aussi parce que je ne vais pas vous parler du pare-brise de voiture, mais on va changer de véhicule et on va discuter de rupture, de comportement mécanique. Alors pourquoi j'ai appelé ça l'importance des invisibles? C'est que en discutant avec les étudiants, que ce soit en licence ou master, on s'aperçoit que le verre est devenu complètement invisible pour eux. Ils ne s'aperçoivent pas que ils l'utilisent tous les jours. Et puis, ce qui va entraîner la rupture de ce matériau sont souvent des défauts qui sont invisibles aussi à l'œil nu et qui peuvent avoir des conséquences assez catastrophiques. Alors, si je passe sur le transparent suivant, voilà. Eh bien, de l'autre côté de cette vitre, on a des températures assez extrêmement froides, pas d'atmosphère, donc c'est comme si la personne était dans une cocotte minute. Et grâce à l'actualité, vous savez certainement qu'il y a des débris spatiaux qui se promènent et que ces débris, parfois, peuvent venir impacter. Vous avez ici une trace d'un impact d'une micro-écaille ça peut être de peinture, qui est venu impacter à plusieurs kilomètres par seconde le hublot. Et eh bien, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Alors ici, vous avez ce qu'on arrive à reproduire en laboratoire sur des études d'impact hypervéloce. Alors, évidemment, les propriétés mécaniques du verre font que ça va avoir un impact sur la conception et sur le potentiel d'utilisation. Et là, vous avez la structure de ces hublots. Alors, vous avez des boucliers qui sont mis le plus souvent possible pour protéger ces fenêtres des projectiles qui arrivent à des vitesses hyper véloces. Vous avez toute une stratégie ici où, à l'avenir, on essaiera de glisser des feuilles de verre métallique. Et puis, pour la partie verre d'oxyde, eh bien, c'est constitué, alors ici, vous n'avez que 3 couches, mais il y a 4 couches. Et les 2 couches externes sont là uniquement pour protéger des défauts. Soit des rayures liées à des contacts entre les astronautes, des objets et la partie intérieure du verre, ou soit eh bien, des particules qui réussiraient à statistiquement venir impacter la fenêtre. Et puis, ce qui va reprendre les efforts vont être des pièces qui sont à peu près de 4 cm d'épaisseur. Donc, on a un objet, ce hublot, qui représente une épaisseur plus que certaines, plusieurs dizaines de centimètres. Et évidemment, la rupture, ce sont des chiffres qui sont assez anciens, mais les problèmes de rupture sont généraux dans les matériaux. Ça représentait à l'époque, il y a 40 ans, déjà 119 milliards de dollars par an, donc ça va être un peu plus maintenant. Et souvent, c'était lié à des méconnaissances du chargement mécanique, donc on a un peu progressé là-dessus, à des couplages avec des effets d'environnement, une mauvaise maîtrise des défauts. Alors, ça va être des processus de fabrication, de manutention, de mise en œuvre et d'utilisation en tant que consommateur. Les effets collatéraux, eh bien, c'est que l'image du matériau n'est pas très bonne, notamment pour le verre. Et pour preuve, dès que vous mettez des objets fragiles dans un colis pour transport, eh bien, on retrouve notre matériau préféré pour illustrer le fait que c'est fragile. Et le fait de mal maîtriser cette rupture ou ces conditions de rupture eh bien, fait que quand on est en bureau d'études, on va appliquer surdimensionner en fait, les pièces, et donc c'est un surcoût en matières premières, en transport, en énergie, et ça limite aussi les champs d'application possibles, et donc c'est aussi un frein à l'innovation. Donc l'idée là, aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre un petit peu si le matériau est vraiment un matériau très fragile, pourquoi, et qu'est-ce qui peut être mis en œuvre, qu'est-ce qui a déjà été mis en œuvre, et puis on retournera vers les véhicules traditionnels avec Khaled sur la deuxième partie. Donc le plan, c'est, on va faire un peu de mécanique, désolé, il y aura quelques équations, mais relativement simples.
Avec les verres, un matériau fragile, avec un peu de mécanique au travers de définitions de contraintes à rupture théorique, contraintes à rupture pratique, la cause et l'origine de cette contrainte à rupture pratique, ce qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, la création des défauts qui sont à l'origine de la rupture, leur propagation avec des définitions de ténacité, d'énergie, de création de surface par fissuration. Et puis on abordera un aspect remède et perspective, le but étant de comprendre pourquoi les choses cassent et de ce qu'on peut mettre en œuvre comme stratégie pour l'éviter et améliorer les propriétés de notre matériau. Donc, un petit peu de mécanique pour vous rappeler un peu que quand on fait un essai de traction, eh bien, une contrainte, c'est la force appliquée rapportée sur la section. La déformation, eh bien, c'est la variation de la longueur sur la longueur initiale de l'éprouvette. Et puis, on a en élasticité linéaire la fameuse loi de Hooke qui relie la contrainte à la déformation par, dans un cas très simple, le module. Pourquoi élastique? Parce que bien, on va considérer que le verre est un comportement mécanique élastique fragile. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, si on prend par exemple un métal, sur un essai de traction, contrainte déformation, on va avoir le domaine élastique et puis une déformation plastique permanente avant rupture qui eh bien, va dissiper de l'énergie et puis va nous prévenir aussi de la rupture. Donc, on peut réussir à contrôler cette zone-là de manière à ce que, eh bien, à calculer une durée de vie en fait, des pièces, notamment sur des sollicitations en fatigue et surtout pour l'automobile et les transports. Et puis, notre matériau, le verre, lui, ne va pas présenter de déformation plastique, ou très très peu, c'est insignifiant en point de fissure, donc pas suffisamment pour dissiper de l'énergie, ou trop d'énergie, et eh bien, la rupture va être soudaine et brutale, et va arriver sans prévenir, ce qui est potentiellement extrêmement dramatique. Alors, on peut s'intéresser à calculer une contrainte théorique de notre matériau, et ça a été fait dans les années 50 par Horwan. On va simplifier le potentiel d'interaction entre nos atomes sous forme de demi-sinusoïdes. Et puis, en termes de contrainte de déformation, on va lui donner cette forme-là. On va se placer dans des petites contraintes, ce qui fait que ce terme sous sinus, eh bien, le sinus d'epsilon va être égal à epsilon. Et on va pouvoir appliquer l'élasticité linéaire. Et donc, on va arriver à cette contrainte maximale qui est définie entre le paramètre lambda, c'est-à-dire la longueur de coupure de ce potentiel, et puis module élastique. Ce n'est pas très pratique. On va calculer donc l'énergie nécessaire pour créer ces deux surfaces de rupture. Et donc, ça va être cette intégrale-là qui va être égale à 2 gamma S, S étant la surface créée, et puis gamma, l'énergie nécessaire pour créer cette surface par fissuration. Donc, ça va revenir à couper chaque liaison ici qu'on aura dans le plan de rupture. Et quand on fait ça, eh bien, on arrive à cette expression que vous avez ici, de la contrainte maximale, qui s'exprime en fonction du module Young, de l'énergie de création de surface par fissuration, et puis de la distance interatomique. Donc ça, ce sont des grandeurs que l'on connaît, et donc on peut s'amuser à faire un petit calcul pour la silice. En prenant ces valeurs-ci, eh bien, on arrive à 40 gigapascales, ce qui est énorme. Donc le matériau vert, si on prend sa contrainte à rupture théorique, n'est pas si fragile que ça, et si on compare à d'autres matériaux, ce qu'on verra sur le transparent suivant, eh bien, on pourrait très bien avoir des avions en verre. D'ailleurs, von der Luhmann y avait pensé dans les séries des années 60. De manière plus pratique, on pourrait suspendre une masse de 50 kg à une fibre de 125 micromètres de diamètre. Et donc, on pourrait descendre en rappel une montagne suspendue avec 3 fibres, pour la plupart d'entre nous, avec un certain coefficient de sécurité. Ceci dit, si on le compare à tous les autres matériaux sur un diagramme d'HV, théoriquement, notre verre se situe là et on est au-dessus de la mêlée. Très bien. C'est là qu'on introduit la contrainte pratique qui, elle, va plutôt se trouver là. Donc, on va perdre 3 ordres de grandeur. On aura quelques dizaines de MPa. Et effectivement, notre verre est un costaud hypersensible et on peut le voir comme un matériau à haut potentiel, c'est-à-dire que potentiellement, il y a une très haute limite de rupture, mais il est très sensible à ce qu'on va appeler des endommagements de surface que vous avez ici lorsqu'on passe un papier de SiC de carbure de silicium sur du verre à vitre. Où là, eh c'est l'écran d'un de mes anciens téléphones qui a séjourné 4 ans dans ma poche sans aucune protection. Donc, on voit qu'on a des défauts. Ceux-là, on peut les voir à l'œil nu, ils ont un aspect cosmétique qui n'est pas très grave pour l'intégrité, mais sous ces rayures-là, que l'on ne voit pas à l'œil nu,
eh bien, on peut avoir des défauts qui peuvent engendrer la casse de l'écran de téléphone ou de la structure. Donc, comment on étudie ça en laboratoire? Eh bien, on étudie ça par des essais d'indentation. Donc ici, vous avez un défaut type que l'on rencontre suite à un dommage fait à rencontrer la structure dans sa durée de vie. Et puis ça, c'est une indentation. On reconnaît la base carrée de l'indentation Vickers. Donc on va prendre un indenteur en diamant, l'appliquer avec une certaine force sur la surface, et puis eh bien, on va observer un comportement plastique et puis de l'endommagement par fissuration. On a plusieurs géométries possibles d'indenteurs. Les plus classiquement utilisés vont être Vickers et Knuth pour générer de la fissuration. Et Berkovich et les coins-cubes sont plutôt utilisés en nano-indentation. Donc, si je regarde l'évolution du comportement de mon verre en fonction de la charge appliquée, donc la charge augmente du haut vers le bas. Et là, on se retrouve dans un comportement plastique. On laisse une empreinte permanente à la surface, pas de fissuration. Et puis, quand j'augmente la charge, eh bien, on voit qu'on a des fissures. Ces types de fissures vont dépendre de la composition du verre. Ici, un verre à vitre, la silice. Et de même, si je continue à augmenter la charge d'indentation. Donc, on aura évidemment un seuil critique qui va dépendre de la forme de l'indenteur, de l'environnement dans lequel on va le faire et de la composition du verre, à partir duquel eh bien, on aura ce type de défauts qui seront créés à la surface. Alors, il y a toute une zoologie des défauts qui a été faite dans les années 90, et les défauts qui vont être les plus dangereux pour nos structures, eh bien, ça va être des défauts semi-elliptiques ou radiaux qui, lorsqu'ils sont sollicités en traction, eh bien, vont s'ouvrir et se propager. Celui-ci a surtout un impact cosmétique. Parfois, sur du contact sphérique, on peut rencontrer des cônes de Hertz. Vous en avez un très beau ici. On peut aussi étudier ça en rayage, donc on va avoir un aspect un peu plus dynamique et toujours avec un indenteur diamant, appliquer une force et puis rayer, se déplacer latéralement. Et de même qu'en indentation, on va avoir un passage au fur et à mesure que la charge va augmenter, un comportement ductile. Donc c'est connu depuis un certain nombre d'années, depuis les années 50, ça avait fait un Nature à l'époque. Et puis après, on va avoir tout un phénomène d'endommagement. On va retrouver ce type de fissure ouverte et très dangereuse pour l'intégrité de la structure, et puis des écailles ici, que l'on n'aime pas cosmétiquement parlant, parce qu'elles nous renvoient de la lumière avec des reflets. Puis après, c'est un régime micro-abrasif que l'on utilise pour de l'usinage. Alors, ce qui est intéressant aussi d'étudier, c'est l'impact de ces défauts et de leur taille sur la contrainte à rupture. Ça se fait ici par un essai biaxial, réflexion biaxiale, alors ring on ring en anglais. Donc, on va appuyer, on a deux anneaux qui sont de tailles différentes. On met la feuille de verre entre ces deux anneaux-là, et puis on appuie avec l'anneau le plus petit, et la face en tension en dessous là, va permettre de solliciter une population de défauts. Ces défauts ici vont être contrôlés par une indentation Berkovich. On fait augmenter la charge, et en fonction de la charge utilisée pour créer le défaut, eh bien, on va mesurer la contrainte à rupture, et on voit que plus le défaut ou la charge d'indentation est importante, plus le défaut est grand, et bien plus cette contrainte à rupture va diminuer. C'est une échelle log-log, donc elle diminue assez vite. Si je reprends des résultats, alors cette figure, elle est assez cachée. J'ai mis quelques années à la trouver, celle-là, qui a été proposée par Mould. Elle permet de classifier en fonction de la façon dont a été obtenue la surface. Donc, c'est quelque part une classification du processus de fabrication. Et bien, la contrainte à rupture que l'on va obtenir et donc la taille du défaut correspondant. Et on a ce petit décalage vertical ici qui est lié à ce qu'on appelle la fatigue statique. Je n'en parlerai pas trop aujourd'hui, c'est que le verre est aussi sensible aux effets d'environnement, notamment à l'eau, et ça a aussi un effet, c'est de faire propager la fissure alors qu'elle ne devrait pas si on considère un matériau purement élastique fragile sans effet d'environnement. Donc il y a des facteurs aggravants liés à l'environnement aussi. Alors pourquoi cette fissure va augmenter et bien, si je prends cet échantillon dans lequel je vais ajouter une fissure, alors ici semi-elliptique, eh bien, on va essayer de voir un petit peu l'impact que ça peut avoir sur la répartition des contraintes. Donc ici, je n'ai pas cette fissure, et quand j'exerce une contrainte de traction aux extrémités, eh bien, je vois que la traction, cette contrainte se répartit de manière homogène dans mon échantillon. Si maintenant je reporte ma fissure,
eh bien, je vois qu'on va avoir une espèce de concentration de ces contraintes au voisinage de la pointe de la fissure, et ça va être d'autant plus sévère que ce rayon ici sera petit. Dans un verre, le rayon de la pointe de la fissure est extrêmement petit, il est de quelques longueurs interatomiques. Donc, Griffiths, dans sa théorie des années 1920, eh bien, a permis d'exprimer la contrainte à rupture en fonction de paramètres que l'on a vu tout à l'heure, l'énergie de création de surface par fissuration, le module Young et la longueur de la fissure. Et puis plus tard, Westergaard et Irwin ont permis d'écrire en fait la contrainte, le tenseur des contraintes au voisinage de la pointe de la fissure. Donc R est la distance à la pointe de la fissure, et puis θ, c'est l'orientation par rapport à cette direction-ci. Et ce que l'on voit, c'est que ça dépend à 1 sur racine de R. Effectivement, si je me rapproche, au fur et à mesure que je vais me rapprocher de la pointe de la fissure, eh bien, ma contrainte va tendre vers l'infini. Alors, évidemment, d'un point de vue matériau, une contrainte infinie, ça n'est pas possible. Elle sera juste capée par la valeur maximale de la contrainte théorique dans le matériau, ou de l'écoulement plastique si le matériau a un écoulement plastique. Donc, la présence d'un défaut implique une concentration des contraintes au voisinage de cette pointe de la fissure. Et après, une fois que l'on a ce défaut, des contraintes appliquées, eh bien, il y a des conditions de propagation. Et pour un matériau élastique fragile, eh bien, cette propagation ne se fera que lorsque la contrainte dépassera une valeur critique, que l'on appelle le K1C, qui sera égale à la ténacité du matériau si on n'a pas d'effet extrinsèque, c'est-à-dire par exemple des contraintes résiduelles. Donc, la ténacité, ça transcrit la résistance qu'offre un matériau à la propagation d'une fissure. Et par contre, ça ne renseigne pas sur la création du défaut en lui-même. Donc, et attention, oui, aux effets d'environnement. Et pour étudier ces effets d'environnement, vous pouvez vous reporter notamment aux travaux de Widerhorn ou les travaux initiaux de Grenet, si je me rappelle bien, en 1898, pour les premiers travaux relatant ces effets. Donc, en cas de contrainte résiduelle, alors si je le place et qu'on va l'utiliser plus tard, eh bien, l'équation ci-dessus se transforme en celle-ci, et on va rajouter l'effet des contraintes résiduelles ici à la ténacité du matériau pour avoir une ténacité apparente. Où je vous ai mis quelques valeurs de ténacité pour comparer à d'autres matériaux. Vous voyez que, par exemple, pour la silice, on est entre 0,7 et 0,8 mégapascal racine de mètre. C'est très inférieur à des métaux, à des verres métalliques, même à de la nacre. Donc le verre n'offre pas beaucoup de résistance à la propagation de fissure. Ici, je vous ai retracé, en utilisant la relation de Griffiths, des valeurs expérimentales. Alors, on retrouve notre contrainte théorique ici. La contrainte pratique habituelle, si par exemple je prends un morceau de vitre de mon bureau, que j'en coupe un petit carré, que je fais un essai, eh bien, je devrais être autour de la dizaine de mégapascal en contrainte, donc ce sera la contrainte pratique. Et puis là, vous avez quelques mesures qui ont été faites sur les contraintes à rupture les plus élevées, notamment sur des fibres de silice ici. Sous azote liquide pour la valeur la plus élevée, autour de 14-15 gigapascal. Je vous ai mis la taille du défaut équivalent en utilisant cette formule ici. Donc on a un défaut nanométrique autour de 36 GPa pour une distance interatomique. Et puis, sur des nanofibres, Brambilla avait réussi à mesurer une valeur jusqu'à 25 GPa de quelques années. Donc, quand on arrive à bien gérer les états de défaut initiaux sur les surfaces, eh bien, on peut s'approcher de cette contrainte théorique. 14-15 GPa, c'est quand même très intéressant. Le seul problème, c'est que dès qu'on va avoir un défaut, eh bien, c'est la taille du défaut le plus grand. Quand on regarde cette formule-là, ça va être le défaut le plus grand qui va piloter le comportement en rupture et qui va la déclencher. Et donc, il faut essayer de limiter en fait, la création de ces défauts, notamment parce que la faible ténacité derrière ne va pas offrir beaucoup de résistance à leur propagation. L'existence de ces défauts peut dépendre du processus mécanique, enfin, du processus de fabrication de la surface, mais aussi du vécu, c'est-à-dire que on a quasiment tous, je pense, cassé un écran de téléphone un jour, et à force de l'utiliser, bien qu'on fasse attention, on finit par le rayer et introduire un certain nombre de défauts. Ça peut être aussi l'impact quand il tombe qui crée le défaut, et les contraintes mécaniques qui engendrent sa rupture après. Voilà.
Alors, il y a plusieurs remèdes à ça. Le premier qui serait le plus simple et le plus logique, c'est de ne jamais toucher la surface du verre. Donc, pas de défaut, et donc on est à la contrainte maximale. C'est ce qui est fait pour fabriquer les fibres optiques d'ailleurs. C'est que dès qu'elles sont fibrées, on met un polymère autour pour les protéger. C'est ce qui a aussi été mis en place avec la technique du fusion de glace ou des isopipe que vous avez représenté ici, qui permet de faire tout ce qui est écran tactile maintenant, et qui permet bien de ne pas toucher, de très peu toucher la surface du verre de manière à ne pas générer de défaut et puis derrière d'avoir des processus, des process post-fabrication pour encore améliorer, notamment avec de la trempe chimique. Donc on peut chercher aussi à empêcher, à retarder l'apparition de ces défauts par contact. Donc on peut jouer sur la composition, sur des effets de surface, et puis on peut chercher à les rendre inoffensifs aussi par différents traitements. Donc les effets de composition, je vous renverrai vers ce papier qui est assez sympathique. Alors j'ai mis des transparents supplémentaires à la fin, après la conclusion. Donc, si vous me posez une question dessus, je pourrai aller dessus. Donc, il y a aussi des effets d'environnement, des choses assez sympathiques. Et puis il y a les contraintes de compression, et je parlerai un peu de la trempe chimique. Et puis, on peut aussi chercher à accroître la résistance à la propagation de la fissure. Donc là aussi, on peut jouer sur la composition, sur la structure, notamment on peut penser aux vitraux céramiques, en faisant pousser des phases cristallines qui vont tenter de dévier le chemin de fissuration et donc d'augmenter l'énergie nécessaire à la propagation de la fissure. On peut pousser les choses un peu plus loin et faire l'ingénierie de la structure, tout en tentant de conserver la transparence. Et là, on pourrait aller vers des structures nacre. Il y a des travaux très intéressants qui sont sortis au mois de novembre. Et vous pouvez aller voir ce papier là qui est apparu hier après-midi dans mes alertes et qui vient juste de sortir et qui traite ces aspects-là. Et on est arrivé sur les mêmes types d'exemples. C'est assez intéressant. Donc, eh bien, la trempe chimique, le but du jeu, eh bien, ça va être par un échange ionique. Donc, on va faire sortir des petits ions et les remplacer par des ions plus gros dans le verre. Et ces ions plus gros eh bien, vont générer des contraintes de compression. Et le principe, ça va être eh bien, que ces contraintes de compression, un, s'opposent à la formation du défaut, donc la retardent. Deux, si le défaut est créé, eh bien, qu'il ne puisse pas se propager, parce que eh bien, ces contraintes résiduelles de compression vont augmenter la ténacité apparente, vont rendre plus difficile, retarder cette propagation de fissure. Donc l'effet est très intéressant. C'est entre un soda lime et puis un verre Gorilla Glass. Eh bien, alors vous avez une chose importante sur les trempes chimiques, c'est ce qu'on appelle le depth of layer, l'épaisseur sur laquelle la trempe aura été effectuée et sur laquelle on va retrouver des contraintes de compression. Et bien, si les défauts sont dans cette couche-là, eh bien, ils ne pourront pas se propager, et d'où l'intérêt d'avoir un dol avec une épaisseur assez importante. C'est ce que vous avez ici. Donc, quand sur le verre à vitre, eh bien, vous voyez que le dol est beaucoup plus faible, il est de 14 microns par rapport à 45 microns pour le Gorilla. Et donc, eh bien, quand j'augmente ma charge de rayage, eh bien, ma contrainte à rupture chute beaucoup plus rapidement pour le verre à vitre plutôt que pour le Gorilla qui résiste à des charges plus importantes. Donc là, vous avez une illustration à la même charge, un denteur Knupp, 1 Newton, quasiment pas d'endommagement visible à part de petites stries dans la rayure. Et ici, vous avez déjà un endommagement bien visible. Alors c'est aussi important, et ça fera une connexion aussi avec certainement ce dont vous parlera Caled. Après, c'est qu'ils ont aussi, chez Corning, regardé l'impact de la mise en forme de feuilles de verre échangées ioniquement. Alors on part d'une plaque et on va la transformer en coque. Et donc, eh bien, on voit ici que ça n'a pas d'impact sur le seuil de création de défauts, sur le verre qui a été changé ioniquement, et que ça n'a pas non plus d'impact sur la contrainte à rupture. Donc, on peut mettre en forme sans ces plaques de verre à changer ioniquement sans avoir de contrainte à rupture. Donc, ces surfaces ont été sablées aussi, donc pour montrer l'efficacité et la meilleure résistance lorsqu'on a des défauts qui sont présents à la surface. Si j'aborde maintenant la nacre, le principe de la nacre, c'est d'avoir ces structures en lamelles avec une structure des particules qui sont dures et raides,
Et puis, entre ces particules dures et raides, on va avoir des phases qui sont beaucoup plus souples, molles, et qui peuvent éventuellement avoir un comportement visqueux. Et l'idée derrière, c'est si j'ai une fissure qui se propage dans cette structure, eh bien, on va augmenter la zone de process dans laquelle on va pouvoir dissiper de l'énergie, notamment au travers euh, du glissement entre ces différentes petites je suis en train de chercher le mot, tablettes. Donc, le but du jeu encore, hein, si je regarde force déplacement, donc l'air sous la courbe, c'est une énergie. Pour un matériau élastique fragile, eh bien, on voit qu'on a une très faible énergie consommée par la propagation de la fissure, avec une rupture assez catastrophique et rapide. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de plus progressif et eh bien, d'avoir une énergie consommée beaucoup plus importante. Donc ça, c'est un matériau justement c'est un travail de recherche qui a été publié dans Science au mois de novembre, où l'équipe de McGill a réussi à fabriquer un matériau à base d'écailles de verre, hein, qui sont à peu près de 20-25 micromètres de long et quelques micromètres d'épaisseur. Ils ont utilisé du PMMA comme matrice pour assurer la colle entre ces écailles de verre et constituer le matériau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réussi à conserver la transparence en dopant cette résine de manière à égaler l'indice de réfraction du verre. Ils ont aussi fonctionnalisé la surface du verre de manière à avoir une meilleure accroche. Et puis, pour optimiser la structure et avoir un meilleur agencement des écailles de verre, eh bien, ils ont utilisé de la centrifugation jusqu'à 1000 à 3000 G, de manière à eh bien, avoir cet alignement des écailles et puis limiter l'épaisseur du ligament de TMM. Là, vous voyez la nacre, qui est la structure des coquillages, hein, une structure naturelle. Et puis ici, vous avez le composite vert. Et puis, vous voyez là une fissure qui s'est propagée avec des pontages de ce PMMA ou des déformations. On voit que c'est très tortueux en chemin de propagation de fissures et donc eh bien, ça consomme beaucoup plus d'énergie. Donc, ils ont aussi utilisé ce diagramme d'Ashby et ils ont reporté bien des comportements de verre hein, que l'on retrouve ici. Donc, les verres étaient thermiquement traités, chimiquement trempés. Et on voit que bien, leur composite, s'il a une contrainte à rupture qui est de l'ordre de mémoire, ça doit être 140 MPa à peu près, donc qui n'est pas forcément la meilleure du lot, et bien la ténacité, elle, c'est-à-dire que la capacité à s'opposer à la propagation de la fissure est nettement supérieure au verre. Donc il y a aussi des choses à réfléchir de ce côté-là et des voies à explorer. Je vais donc conclure cette présentation, parce que je pense que je dois être à peu près arrivé pas très loin de la fin de mon timing. Donc, au travers des définitions de termes issus de la mécanique, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre un certain nombre de termes que sont la contrainte à rupture, la théorique, celle que l'on a en pratique, les facteurs d'intensité de contrainte et intensité de contrainte critique, la petite nuance avec l'aspect ténacité et contrainte apparente, parce qu'on peut avoir des choses intrinsèque et extrinsèque. Alors, la ténacité, c'est une propriété intrinsèque du matériau, normalement. L'énergie de surface aussi, qui est de création de surface par fissuration, qui est différente de l'énergie de surface vue par le physicien et qui est liée aux tensions de surface. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, eh bien, le verre est un matériau que je qualifierais de matériau à haut potentiel, c'est-à-dire qu'il a potentiellement une très haute contrainte à rupture, mais il a une très grande faiblesse il offre très peu de résistance à la propagation de la fissure, et donc dès qu'on a un défaut eh bien, à sa surface, il peut avoir un impact assez catastrophique sur l'intégrité de la structure. Et donc on est obligé de mettre en œuvre de l'innovation au niveau des processus de fabrication, au niveau de la structuration de nos matériaux en termes de composition, en termes de structure au sens composite, pour essayer d'améliorer ces propriétés. Alors, évidemment, je ne vous ai pas parlé de beaucoup de choses d'un point de vue comportement mécanique, la plasticité par exemple, il y a plein de choses aussi de ce côté-là. Croissance sous-critique aussi, c'est tout un pan de la recherche du comportement des verres en mécanique, et de la fractographie aussi, qui est la lecture des faciès de rupture pour remonter à des origines. Donc, il y a encore plein de sujets à couvrir.
Bien, je vous remercie de votre attention et je vais passer la main à Khaled, sauf si vous avez quelques questions. Merci Jean-Pierre. Moi, je vais peut-être laisser les questions pour la fin. Donc, je vais passer la parole à Khaled Layouni. Bonjour à tous, donc je m'appelle Khaled Layouni, je suis Technology Manager chez Corning, plus précisément au Centre européen de technologie de Corning qui est basé à Fontainebleau en région parisienne. Et en particulier, je travaille pour le business automobile et je suis responsable de la fiabilité et de développement de produits innovants au sein de Corning. Donc, comme vous avez pu le remarquer aujourd'hui, dans les voitures actuelles, vous avez pu voir l'évolution des designs à l'intérieur. Historiquement, dans les voitures, il y a des displays qui étaient plus petits, principalement faits avec des matériaux plastiques. Et de plus en plus, on voit des displays un peu plus larges. Récemment, Daimler ou Mercedes a présenté leur modèle avec ce verre qui fait plus d'1 mètre de large, et avec des formes et des technologies de display un peu différentes. On part du LCD à des applications de OLED. Donc, toutes ces évolutions-là qui sont principalement drivées par ce qu'on appelle le CASE, la CASE, qui est la connectivité, l'autonomie, la mobilité partagée et l'électrification. Donc ça amène à des challenges techniques par rapport à l'utilisation d'un morceau de verre assez énorme à l'intérieur d'une voiture. Pour que l'application ou l'introduction d'un matériau en verre dans cette application précise soit la plus réussie possible, il y a différents critères. Il y a des critères mécaniques. On va parler de la résistance à l'impact lors d'un choc et la résistance à l'endommagement. Jean-Pierre a bien élaboré sur ce sujet, et aussi l'optique. On a tous l'habitude d'utiliser nos smartphones. Quand on est un peu bleu, on a une réflexion, on peut toujours tourner le téléphone. Dans la voiture, la problématique est un peu différente. Il faut que le verre ou le coating qu'on met à la surface du verre soit adapté à des changements d'éclairage ou d'orientation. Et bien évidemment, l'authenticité d'utiliser un matériau vert par rapport à du plastique. Donc, dans ma présentation, aujourd'hui, je vais bientôt me focaliser sur l'aspect mécanique et en particulier sur la comparaison entre ce qui existe aujourd'hui dans ces applications-là, dans les écrans à l'intérieur des voitures, et ce que Corning a apporté en termes d'innovation. Donc, l'un des principaux critères, c'est vraiment la résistance à ce qu'on appelle le Head Impact Test. C'est quand on a un crash, la tête du passager ou du conducteur peut taper le display. Et il y a des standards bien précis qui recommandent que ce soit un contact assez sécurisé. Et je viendrai par la suite pour déterminer ce que ça veut dire sécurisé. Donc, Corning, ayant identifié ce besoin, cette problématique, nous avons investi en termes de temps, en termes de use case. On voulait vraiment comprendre ce qui est différent de cette application par rapport à des applications smartphones que nous connaissons assez bien. Et on est, après un travail assez important, on est venu avec le concept de ce qu'on appelle retain strength, ou ce que Jean-Pierre a présenté comme étant la résistance à la rupture après introduction d'endommagement. Donc, c'est une notion qui est très importante et que nous avons appliquée pour d'autres domaines. Et pour ce domaine-là, nous l'appliquons, mais vous allez voir que, à part le nom, il n'y a rien de commun. Donc tout d'abord, je vais commencer par décrire ce que c'est le Head Impact Test. Il s'agit de simuler le choc d'une tête sur un display. Faut imaginer une bille ou une tête qui a un diamètre de 165 mm. Donc, le poids est à peu près 7 kg qui va smatcher ce display avec une vitesse à peu près 25 km/h par heure ou 20 km/h selon le cas s'il y a un airbag ou pas. Donc, on parle d'une énergie assez colossale. Hein. On parle d'une énergie de 152 joules.
dans ces conditions-là, ce que la régulation demande, deux choses. La première, c'est pas de décélération très importante, parce que s'il y a une décélération importante, on peut endommager le cerveau. C'est bien connu dans le football américain, ce qu'on appelle le concussion. Et la deuxième chose, c'est par rapport au ce qu'on appelle un comportement safe, sécurisé. Dans certains cas, le verre peut casser, on peut l'accepter, mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il y ait de projectiles ou d'objets de verre dangereux. Et dans ce cas-là, en général, les constructeurs automobiles mettent un film plastique. Donc, on perd toutes les propriétés et les avantages d'utiliser un matériau vert. Et de plus en plus de constructeurs automobiles demandent que le verre ne casse pas. Et c'est là où il y a le challenge technique. Et pour vous décrire ou donner une meilleure idée de quoi on parle, donc c'est une vidéo qui va juste décrire le test. Là, on l'a utilisé pour... donc là, j'ai fait mon animation sur un échantillon de laboratoire. Donc, si vous avez le son de votre PC, normalement, vous avez entendu le Smatch et on y reviendra à ce test-là. Alors, ça peut se présenter sous différentes formes. Ça peut être un essai pendule, comme le décrivent ces photos-là, mais ça peut être aussi un impact axial. L'important, c'est de respecter deux choses, respecter le diamètre d'impact, parce que ça impacte la distribution de contraintes, et aussi la vitesse d'impact. Okay. Donc, je remercie Jean-Pierre parce qu'il m'a bien facilité la tâche. Donc, aujourd'hui, on utilise un des concepts que Jean-Pierre a présenté, qui est le facteur d'intensité de contrainte. Donc, l'une des questions, c'est que pourquoi le verre casse? Et comme Jean-Pierre l'a dit, la contrainte à rupture du verre, ce n'est pas une contrainte intrinsèque. En utilisant le Fusion Draw, le process qui a été inventé par Corning, on peut atteindre des contraintes à rupture de l'ordre des gigapascales, mais malheureusement ou heureusement, le verre est en contact avec d'autres objets et donc la taille de défaut qu'on génère est super importante. Donc pour simplifier notre approche, on a considéré le facteur d'intensité de contrainte que vous voyez ici, qui est quelque part le produit de deux paramètres super importants qui sont la contrainte appliquée, bien évidemment, et le défaut. Le défaut, c'est ce qu'on schématise ici par A, la taille de défaut, et la contrainte appliquée. Donc, quand on applique un certain chargement, Jean-Pierre a pris le cas de traction uniaxiale. Dans notre cas, c'est un cas d'impact, mais qui induit localement une flexion biaxiale à une vitesse élevée. On peut regarder, en regardant le tenseur de contrainte, localement, on est en train d'appliquer de la contrainte principale maximale. On peut raisonner avec ces termes-là. Donc, quand on fait ça, le facteur d'intensité de contrainte augmente jusqu'à atteindre la valeur critique qui est la ténacité. Et donc, en jouant un peu avec les équations, de manière assez simple, on arrive à cette inégalité. Et cette inégalité est importante parce qu'elle va décrire ou justifier le travail qu'on a fait. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? C'est que pour casser le verre, il faut que la contrainte appliquée dépasse cette quantité. Et dans cette quantité, il y a trois facteurs. Le premier, c'est la taille des défauts. Dans notre cas, le verre, ce n'est pas un verre qui est utilisé dans les smartphones. C'est un verre qui va être utilisé dans l'automobile. Et en particulier, quand on applique ce Head Impact Test, la surface qui va être sous tension, c'est la surface qui est cachée, qui n'est pas soumise au toucher de l'utilisateur. Et c'est super important, parce que cette surface-là, elle va voir, une fois que le verre est obtenu par Fusion Draw, elle va aller dans la supply chain. Donc, il va avoir de l'emballage, de la manipulation et du laminage du verre du display. Donc, toutes ces étapes-là introduisent des défauts. Et on ne sait pas quels sont ces défauts, ni leur taille, ni leur géométrie. Donc, ça, c'est une première question à répondre. La deuxième question, c'est le stress, ou les contraintes qui sont appliquées quand on applique ce test Head Impact Test. Dans ce cas-là, on n'applique pas cet effort sur un verre nu, on applique cet effort sur un système. Et donc, bien comprendre le système permet de bien quantifier ces contraintes. Et le troisième aspect, c'est les limites ou la résistance de ce verre qui sont
qui sont une combinaison de plusieurs choses. Jean-Pierre a bien décrit ça dans sa présentation, des valeurs intrinsèques liées à la composition et aussi des valeurs liées à ce que Jean-Pierre a appelé la contrainte résiduelle, à des choses qu'on rajoute artificiellement par le process et avec des connaissances internes à Cornick. Donc, je vais essayer de détailler ces trois éléments pour vous montrer comment on applique des choses fondamentales de la mécanique de la rupture pour résoudre un problème réel industriel. Donc, la première chose, pour répondre à la question de la taille du défaut, notre approche a été très simple. On a acheté beaucoup de displays disponibles sur le marché. On a acheté des choses en ligne, on a acheté des choses auprès de casses automobiles. Donc, on a acheté une centaine, voire plus de displays. On les a démontés. Vous avez un exemple de verre qu'on a démonté. On a visé principalement du verre et on a obtenu, vous voyez dans le histogramme ici, du verre, bien évidemment, mais quelques matériaux plastiques. Le verre qu'on a eu, c'est un verre aluminosilicate, mais aussi du soda lime, qui est un verre à vitre, mais échangé pour cette application. Et donc, ce qu'on a fait, on a essayé on a quantifié la fissure limitante ou la fissure qui limite la contrainte à rupture. C'est ce que Jean-Pierre a décrit comme étant la fissure médiane. Et pour avoir accès à cette fissure médiane, il a fallu ouvrir cette fissure. On ne peut pas la mesurer de manière optique. Et donc, ce qu'on a fait, on a découpé le verre, même essayé l'échanger par des découpes laser, etc. Et on a ouvert, et vous avez ici des images en microscopie électronique à balayage où on regarde dans la section, ou selon l'épaisseur du verre, et mesurer des fissures de l'ordre du micron ou de quelques microns. Et on a des valeurs où vous avez des suspensions ici, c'est-à-dire soit des valeurs de fissure qui étaient inférieures au micron ou des valeurs qui étaient un peu plus importantes. Et cela nous mène à une distribution de V-bulles. On utilise beaucoup la distribution de V-bulles parce que c'est la distribution qui décrit mieux ce type de phénomène. Et on est arrivé à quantifier ces fissures comme étant inférieures à 5 microns. Ce chiffre-là est important parce que c'est, comme je l'ai montré dans les slides précédentes, la résistance à la rupture est inversement pas proportionnelle ou à la taille des fissures, avec une racine quelque part. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la première question. La deuxième question, c'est quelles sont les contraintes que voit le verre quand on applique cet effet de head impact test. La structure d'un display qui est à l'intérieur d'une voiture est assez complexe. Vous avez le verre, vous avez le display, vous avez des éléments optiques, vous avez ce qu'on appelle un frame, c'est un support mécanique qui permet d'accrocher ce display à l'intérieur de la voiture. Et donc, effectivement, on a regardé toutes ces structures-là, que ce soit sur des displays disponibles dans le marché ou en nous basant sur des données que nous avons obtenues à travers nos différents partenariats. Vous avez un exemple ici d'un verre Corning utilisé dans une application d'un SUV asiatique. Aussi, ce qu'on a fait, au-delà de cet état de l'art actuel, d'aussi essayer de comprendre localement ce qui se passe en faisant pas mal de modélisation, mais aussi en quantifiant le stress ou la contrainte avec des jauges de contrainte pour quantifier ce stress. Donc, en combinant toutes ces informations-là, beaucoup de modélisation, beaucoup d'essais expérimentaux, on est arrivé à une distribution de contraintes. Cette distribution de contraintes, elle varie de à peu près 300 MPa, mégapascal, à 900 mégapascal. Et effectivement, c'est une distribution parce que tous les designs sont différents et on balaye on a balayé une large gamme de concepts. Donc ça, c'est le deuxième point qui est important. Donc on a la contrainte qui est de 900 mégapascal et on a la taille de fissure qui est de 5 microns. Et l'idée, c'est de dire si on a envie que notre verre ou le nouveau verre résiste à cet effet-là, il faudrait que le verre résiste à cette contrainte, même après l'introduction de ces défauts-là.
Donc, ce qu'on a fait, on a utilisé l'expertise de Corning dans la composition, dans la formulation, dans tout ce qui est échange, et on a utilisé nos moyens de modélisation pour regarder différentes possibilités. Et on est arrivé à ce que vous voyez sur la droite, qui décrit de manière théorique, c'est des valeurs de modélisation que vous voyez ici, la contrainte retenue, ou ce qu'on appelle retain strength, ce concept-là que j'ai présenté lors de ma première slide, en fonction de la taille de fissure. Donc, cette forme-là n'est rien d'autre que la formule simplifiée que Jean-Pierre ou que j'avais présentée au début. Mais c'est appliqué au verre automobile qui a été inventé par Corning il y a 2 ans pour cette application. Et ce que vous voyez, j'ai mis ici la valeur de 900 mégapascales parce que c'est notre seuil. Et ce qu'on souhaite, c'est que dans la plage de fissure de 0 à 5 microns, la contrainte de rupture soit supérieure à ces valeurs-là. Donc là, il s'agit de valeurs théoriques. Donc là, c'est là où notre travail a commencé, ou c'est la deuxième phase de notre travail, c'est d'essayer de valider tous ces concepts-là. Donc, ce qu'on a fait, on avait besoin de développer une méthode pour mesurer cette contrainte à rupture après introduction de dommagement. Jean-Pierre a présenté différentes méthodes. Certaines ont été utilisées par Corning ou développées par Corning, comme l'indentation ou différentes méthodes, ou Scratch ou autres. Dans cette application-là précise, on a balayé différentes méthodes aussi. Notre principal challenge était comment on peut produire des défauts aussi petits. On parle de 5 microns maximum. Vous voyez la distribution, on parle de 0,5 à 5 microns, avec la bonne distribution. C'est-à-dire qu'on ait une distribution avec une forme particulière. Et pour ça, on a utilisé l'expertise de Corning, tout ce qui est caractérisation. Et on a développé une méthode qui est décrite dans ce papier. J'ai mis le lien ici que vous trouvez sur le site de Corning. C'est un papier qu'on a publié en SID en 2019 et qui permet de générer de manière répétable ces défauts-là. Et ce que vous voyez sur cette distribution des bulles, les points en rouge, ce sont les points que nous avons reproduits au laboratoire, comparés aux points bleus qui sont les points qui représentent les défauts obtenus des displays ou de l'application réelle. Donc, on était assez satisfait de ce résultat-là. Donc, on sait comment introduire les fissures dans le verre pour le mesurer. La deuxième étape, c'est comment on le mesure. La flexion biaxiale, c'est une bonne méthode, sachant que on sait que lors du Head Impact Test, le verre est sous flexion biaxiale. Et on a utilisé l'effet ring-on-ring que Jean-Pierre a décrit. La difficulté, encore une difficulté ici, c'est que ces verres-là sont assez costauds. Et donc, on dépasse largement la limite de l'élasticité linéaire ou petite déformation. Donc, et ce qu'on obtient quand on fait ce type d'essai, c'est une force à rupture. On n'obtient pas une contrainte directement. Il faut convertir cette force à une contrainte. Donc, il y a des choses qui existent en littérature. Il y a des ASTM qui décrivent ça. Sauf que les ASTM peuvent induire en erreur. Elles peuvent mener à une surestimation de la contrainte. Et donc, ce qu'on a fait, on a utilisé des méthodes de corrélation d'image, on a utilisé de la modélisation pour, d'une part, localiser la fissuration. Comme l'a décrit Jean-Pierre, il y a 2 anneaux ici. Et théoriquement, la contrainte est supposée être constante à l'intérieur de l'anneau, du petit anneau, et descend. Ce que vous voyez sur des valeurs expérimentales qu'on a mesurées, elle n'est pas tout à fait constante. Et parce qu'on a affaire à un matériau qui est assez fin et assez renforcé, ce gradient-là est assez important. On peut avoir une différence de 200 mégapascales entre le centre de l'éprouvette ici et la partie qui est sous l'anneau, le petit anneau. D'ailleurs, sur les essais qu'on a obtenus, quand vous regardez la surface de rupture, vous voyez que la rupture part en dessous de l'anneau parce que c'est là où on a la contrainte maximale. Donc, il y a des détails expérimentaux, je n'ai pas le temps de trop rentrer dans les détails, mais qui ont été
qui ont dû être résolus parce que on est vraiment dans un domaine de résistance assez extrême pour cette application-là. Et la manière dont on communique les contraintes à rupture, c'est assez délicat et on peut faire des erreurs assez importantes. Et ici, sur un exemple que je montre sur la droite, par exemple, si vous utilisez ce que la norme vous dit, c'est la force à rupture est de l'ordre de 3000 newtons, vous allez dire mon verre résiste à 1 gigapascal. Ce qu'on peut trouver parfois quand on regarde ce qui existe sur le net. Par contre, en réalité, le verre, lors de la casse, a vu des valeurs entre 730 et 850 mégapascales. Donc, ce qu'on a fait dans notre cas, pour chaque rupture, on a identifié la localisation de la rupture et on a attribué la bonne courbe, je dirais, et donc la bonne conversion. Donc, ayant développé la méthode de génération de défauts, la méthode de calcul de la contrainte à partir de la force à rupture, ça nous a permis de caractériser les verres. Notre nouveau verre qui est un verre autograde et de le comparer à ce qui existe. Et ce qui existe, vous avez des distributions de V bulles ici, donc vous avez la probabilité à rupture dans l'axe des Y et la contrainte estimée, basée sur les équations que je vous ai montrées, qui compare en violet, ça c'est le verre pseudo-calcique, donc le verre à vitre échangé ou légèrement échangé. Et ces verres que je présente ici sont des verres qui sont utilisés en automobile. Et ce verre en rouge que vous pouvez trouver qui justement ne passe pas souvent le test Head Impact, et le verre autograde qui est développé par Corning pendant cette application-là. Ce que vous voyez, le déplacement de gauche à droite montre le gain en contrainte à rupture, qui est de l'ordre de 200-250 mégapascales, donc c'est à peu près plus de 30% d'amélioration. Et les datas en vert, on les a rajoutés parce que Jean-Pierre a décrit un paramètre qui s'appelle le depth of layer, qui est l'épaisseur. C'est super important pour l'introduction de dommages. Il y a un autre paramètre qui est important aussi, c'est le compressive stress, c'est-à-dire combien on met en surface comme étant un blindage de surface. Et ce verre-là auto a été une combinaison de différentes choses. Et comme vous le voyez sur les courbes vertes ici, il ne suffit pas d'avoir une compression super importante en surface pour augmenter la résistance à rupture. Et c'est un peu le message qu'on voulait passer ici. C'est vraiment un peu plus complexe et ça demande une combinaison entre la composition, comme je disais au départ, la manière dont on fait quand on coule le verre, l'échange thermique, etc. Donc, maintenant, ce qui se passe quand on compare les trois verres, donc ce qu'on a fait, on a introduit le défaut en surface 2, qui est en tension, et on a appliqué l'effort en question. Donc, si vous voyez, le verre pseudo-classique casse à peu près à 300 mégapascales, ce que je vous ai dit sur la distribution de V-bulles. Le verre actuel, utilisé autour de 700 mégapascales, et le verre qu'on a développé, on l'a développé pour ça, ce n'est pas une surprise, résiste au-delà de 900 mégapascales. Donc, quand vous regardez ces valeurs-là, et je ne sais pas si vous vous rappelez la description de contrainte entre 300 et 900 mégapascales, vous comprenez facilement pourquoi ce verre-là casse tout le temps quand on applique, et ce verre-là est utilisé en automobile, mais il est utilisé avec une couche plastique, parce qu'on sait, au cas où il casse, le plastique retient le verre. Après, vous pouvez trouver ce verre-là aussi. Ce verre-là aussi ne passe pas toujours ce test. Donc, ce verre, des fois, il est utilisé nu, si le design le permet, soit il est utilisé avec un film plastique, si le design génère des contraintes importantes. Et notre verre qui est utilisé dans pas mal de modèles, il est utilisé nu, sans aucune protection, parce qu'il garantit quelque part la résistance ou augmente la probabilité de la résistance de Head Impact Test. Donc, la dernière étape, et c'est mon avant-dernière slide, c'est qu'on s'est dit, ça c'est très bien, on est parti des fondamentaux, on a développé la méthode, on a montré sur un essai, sur un coupon, que le verre, effectivement,
peut résister à cette valeur de 900 mégapascales. Maintenant, quid du test Head Impact Test? Donc, ce qu'on a fait, je voulais montrer que si on regarde les displays dans le commerce, ils sont variés. Dans cette distribution-là que j'ai décrite, on a regardé ce point-là, qui est le point extrême, 900 mégapascales. Et on a conçu un test assez simple, où on a le verre ici, on a des couches derrière qui permettent, lors du test Head Impact Test, d'appliquer une flexion biaxiale et qui génère des contraintes un peu plus légèrement supérieures à 900 mégapascales, à peu près 950 mégapascales. Et notre but, c'est que notre verre résiste à ce test. Donc là, on combine l'aspect dynamique, on combine l'aspect structure, et on est sûr que tout ce qu'on a appris sur le coupon ou l'échantillon est applicable en réalité. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a comparé les mêmes matériaux dans le verre sodocalcique, le verre aluminosilicate compétition et notre verre autograde qu'on a développé il y a 2 ans. Donc là, on va se matcher les 3 verres avec le même test. Donc en fait, ce que vous remarquez, c'est que ce n'est pas surprenant, vu la contrainte à rupture de 300 mégapascales, il casse. Celui-là, il casse aussi parce qu'on a appliqué un peu plus de 900 mégapascales, donc il casse. Et le verre autograde, il se déforme, il encaisse cette déformation-là et sans casser. Et ça boucle un peu le cycle de développement ou d'innovation, et ça permet de valider la valeur de ce nouveau verre qui est un verre qui fait partie de la famille Gorilla. C'est un aluminosilicate échangé, mais qui a des propriétés et des intrinsèques qui lui permettent de répondre à cette application spécifique. Pour ce qu'on a fait par la suite, on s'est dit que c'est vraiment 900 qu'il nous faut. Il ne faut pas un peu moins ou un peu plus. Et là, c'était un travail plus d'affinement qu'on a fait en changeant la valeur de contrainte à rupture, en utilisant la procédure que je vous ai décrite et en regardant la probabilité de rupture lors d'essais Head Impact. Et comme vous voyez, on s'approche d'une probabilité de rupture très faible quand on dépasse 900 mégapascales. Donc, tout ce travail-là nous a réconforté dans cette approche-là et dans le fait que ce verre-là est le verre le plus adapté à cette application-là dès qu'on souhaite résister au Head Impact Test. Donc, pour conclure, ce qu'on a fait dans l'approche, et je ne vais pas redire ce que j'ai dit, mais dans l'approche, qu'on est parti des fondamentaux, de la mécanique de la rupture, on a essayé de comprendre l'utilisation. Ce n'est pas une utilisation smartphone. On vend beaucoup de Gorilla dans les smartphones, mais ce n'est pas la bonne application. Ayant compris l'application, les défauts et les contraintes appliquées sur le verre, on a développé un nouveau verre qui permet de répondre à ces contraintes. Et j'espère que cet exemple-là vous a permis de voir comment on peut utiliser la mécanique ou la compréhension de la mécanique du verre pour résoudre un problème industriel et augmenter la sécurité à l'intérieur des voitures. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette application automobile du verre Corning, vous pouvez trouver des liens que j'ai mis dans mes slides, que ce soit dans le site Corning, soit sur YouTube, qui parlent plus en détail du verre autograde sur les aspects mécaniques, mais aussi sur les aspects optiques ou autres. Je m'arrête là. Je vois que mon temps est quasiment écoulé. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. Je ne vois pas de questions dans le chat, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux peut-être commencer. J'avais une petite question d'un point de vue automobile. Est-ce qu'il y a des contraintes de la part des constructeurs sur les masses embarquées de verre ou des contraintes du coup d'épaisseur de verre très contraignantes ou pas du tout? Historiquement, les épaisseurs de verre qui ont été utilisées, c'est des épaisseurs de l'ordre du 2 mm parce que c'était un verre sodocalcique à la base.
Et de plus en plus, on se dirige vers des verres plus fins, de l'ordre du millimètre, donc à peu près la moitié. Et du coup, dans cet ordre-là, c'est plutôt des verres aluminosilicates qui sont privilégiés. Alors, dans cette application-là, il y a pas mal, c'est des écrans qui sont tactiles, donc il y a des demandes ou des requirements en termes de déflexion locale, donc il ne faut pas aller très fin, mais il y a aussi une spécification en termes d'épaisseur. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus, comme vous le voyez sur d'autres applications. Donc, c'est à peu près, on part de 2 à 1 pour simplifier. D'accord. Zoom coupe leur sécurité, coupe Zoom. Donc, en fait, le Zoom, je le fais sur mon téléphone. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, je vais simplement rappeler, donc il y a le prix de thèse qui est ouvert, le prix de thèse de l'USTV qui est ouvert. Donc pour tous les doctorants qui ont soutenu entre le 1er janvier et le 31 décembre de cette année, le dépôt de candidature pour le prix de thèse est ouvert jusqu'au 31 janvier. Et les prix de thèse seront remis aux journées de l'USTV à Nice en septembre. Et je veux aussi rappeler, donc c'était le dernier webinaire pour 2021. Le prochain webinaire sera le 14 janvier sur la spectroscopie Raman. Et donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter aussi bonnes vacances de la part de l'USTV.